Bonjour, Orosi Moreno, directrice intérimaire du musée de l'Odève. Je vais vous parler de ce merveilleux musée. Nous sommes ici dans l'atrium, face au grand faune de Paul Dardet. Paul Dardet fait partie d'un des artistes qui sont représentés dans ce musée. Ce musée va en fait déployer 3 collections. Une collection Beaux-Arts, essentiellement consacrée donc à Paul Dardet, une collection d'archéologie, surtout située sur la période de la fin du néolithique, et une collection au 2e étage, sciences de la Terre, avec des collections de géologie et de paléontologie. 3 parcours avec 3 thématiques. On parle de mémoire de pierre, pour parler de Paul Dardet, qui était un sculpteur local, qui a eu une gloire nationale autour des années 20, j'y reviendrai. Ensuite, nous avons le parcours empreinte du vivant, qui est un parcours, comme je le disais, consacré au néolithique, où c'est une période passionnante de sédentarisation, où on va puiser l'eau dans des grottes souterraines, où il y aura aussi un changement au niveau du mode de sépulture. On passe d'une sépulture individuelle à une sépulture collective. La découverte du cuivre avec des minerais. Voilà, toute cette période très riche qui est montrée ici dans un parcours animé avec des petites vidéos qui se veulent parfois sur un ton humoristique pour que ce soit accessible à tout le monde, de 7 à 99 ans. Et puis on a un parcours Traces du vivant, qui là va nous parler des sciences de la Terre, un parcours qui est basé sur nos collections, toutes puisées sur le territoire en totalité et exclusivement. Et on arrive, grâce à ces fossiles, à retracer 540 millions d'années, ce qui est quand même extraordinaire et démontre la richesse de ce territoire, puisque au musée de l'Odève, nous sommes au cœur de ce futur géoparc Terre d'Hérault. Je dis futur, nous l'espérons. Nous candidatons, enfin le département de l'Hérault candidate pour l'obtention de ce label de l'UNESCO, qui est donc le label Géoparc. Et donc le musée de l'Odève démontre la richesse géologique de ce territoire. Et ce parcours Beaux-Arts, qui est donc ce parcours Mémoire de pierre consacré à Paul Dardet, eh bien regardez ici ce grand faune face à nous, une œuvre monumentale. C'est un artiste qui aimait se confronter à la pierre, il se définissait comme un tailleur de pierre, et ce grand faune, eh bien, il fait 4 mètres et il pèse 12 tonnes. C'est une œuvre qu'il a réalisée en 1920, qui lui a valu le Grand Prix national d'artistes. C'est une œuvre qui a été montrée au Grand Palais en 1920 et qui a été achetée par l'État et qui est à présent déposée ici au musée de l'Odève. Paul Dardet est un artiste fascinant que l'on connaît ici sur le territoire car il a réalisé de nombreux monuments aux morts, celui de l'Odève, on a d'autres sur le territoire, Clermont-Lérault, des monuments aux morts singuliers parce qu'il y a une touche émotionnelle. Il montre des combattants et des mères, des veuves éplorées. Et donc, ça retranscrit toute l'humanité qu'il y a aussi dans cet artiste qui décrit ces phénomènes historiques. C'est un artiste qui s'est intéressé à la littérature, hein, qui a réalisé de très beaux portraits de Tolstoï, des figures de Shakespeare, Macbeth. C'est aussi un très grand dessinateur et je vous invite vraiment à le découvrir ou le redécouvrir. Donc voilà, ce musée, il va tout simplement déployer des collections autour de 3 thématiques: la trace, la mémoire, l'empreinte, parce qu'il s'agit à chaque fois d'évoquer la pierre, des objets prélevés sur ce territoire, sur cette terre. C'est un musée qui s'inscrit vraiment dans son territoire, qui parle de son territoire, de la richesse géologique de son territoire, de ces merveilleux paysages que sont
le lac du Salagou par exemple. Et quand on visite le musée de l'Odève, on visite aussi tout un territoire. Cette fois-ci, nous avions envie de faire un petit focus sur les collections scientifiques et l'exposition que nous présentons aujourd'hui, l'exposition Anatomie comparée des espèces imaginaires, qui ouvre le 18 octobre pour finir le 15 mars prochain, est une exposition où on va plutôt parler de science, où on va parler du principe scientifique de l'anatomie comparée, qui est un principe qui est utilisé par les paléontologues quand ils sont face à une espèce qu'ils découvrent, telle que le crocodile que nous présentons là. Eh bien, ils vont tout simplement essayer de repérer des indices sur les os, les dents, et ils vont essayer d'identifier cette espèce. Eh bien, ce principe scientifique de l'anatomie comparée, qui permet de classer le vivant, eh bien, on va utiliser ce principe sur des espèces imaginaires. Tout simplement, on va utiliser la science à des fins ludiques, didactiques, et on va venir ici, au musée de l'Odève, s'amuser en famille, avec nos enfants, nos grands-parents, peu importe, le principe est le même, apprendre, s'enrichir, voir des espèces impressionnantes, telles qu'un crocodile marin de 180 millions d'années, toute une collection de squelettes provenant de l'université de Montpellier, et puis de grandes sculptures géantes, telles qu'un yéti. On s'amuse, on apprend. C'est une visite parfois qui peut être un peu décalée, un peu humoristique, parce que tout en parlant de science, eh bien aussi, on déploie notre imaginaire et on revisite certains personnages que l'on connaît, tels que Marsupilami ou Totoro. Voilà, toute une exposition avec plein d'animations, d'ateliers. Venez nombreux pendant les vacances pour visiter cette exposition. Donc, une fois de plus, le musée de l'Odève a à cœur de laisser les visiteurs être en contact avec les œuvres, et donc on n'a pas mis de barrière de sécurité, mais on a quand même mis une distance qui est demandée à ne pas franchir. Voilà. Donc, afin à la fois d'assurer la sécurité des œuvres, mais de vous permettre quand même d'avoir un rapport le plus intime possible. Donc, voilà. Donc comme l'a dit la directrice, il y a de la science dans cette exposition. Il y a de la culture populaire avec ces animaux imaginaires, il y a de la mythologie, il y a de la culture. Et j'espère que vous allez y découvrir aussi de l'émotion, de la fantaisie, de l'humour, du décalé. Car si l'objectif est bien de faire comprendre aux visiteurs la partie scientifique qu'est l'anatomie comparée, et qui est justement, comme ça vous a été dit, un des éléments d'outil de détermination des fossiles nouveaux, parce que quand on est devant une espèce nouvelle, on va devoir la comparer aux autres espèces existantes. Et donc ce que fait un paléontologue de manière très sérieuse, ou un paléobotaniste, ou un spécialiste des insectes, ou même à travers la génétique. Donc cette manière de comparer ce qui est déjà connu avec ce qui existe ou ce qui vient d'être découvert, c'est le même principe qui va être appliqué à cette exposition sur des animaux imaginaires. Si vous étiez un chercheur d'animaux cachés, si vous étiez un paléontologue, si vous étiez par hasard tombé nez à nez avec une licorne, que faire? Est-ce que c'est un cheval? Est-ce que c'est un rhinocéros? Qui est-ce? Est-ce que si vous trouvez un crâne fossilisé de licorne, que faire? Et en fait, tout l'intérêt de cette exposition, c'est de se mettre dans la peau de son concepteur, donc Jean-Sébastien Steyer, paléontologue au Muséum de Paris, qui, pour essayer de nous expliquer son quotidien, sa démarche scientifique, sa méthode, a décidé de passer par le biais des espèces imaginaires pour nous intéresser. Il a envie aussi que ce ne soit pas que de la pédagogie pure, il a envie de rire, il a envie de plaisanter avec vous, avec nous, il a envie d'être un peu en décalé. Et si vous regardez sur Internet, c'est un spécialiste de ce genre de transmission de la science. Il a sorti, donc, j'ai appris ça ce matin, un livre sur les insectes du futur.
Et de la même manière, il va utiliser ce système décalé. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on vous invite à découvrir l'exposition. Il y a de la science, il y a de la culture populaire, il y a des arts, il y a de l'humour, il y a du décalé. J'espère que vous aurez des émotions. Face à un loup-garou, j'espère que vous ne resterez pas indifférent. Peut-être serez-vous impressionné par un yéti ou ému par le marsupilami. Tout ça, c'est la richesse de cette exposition. Voilà, il y a vraiment au moins 4 angles, 4 raisons d'être de cette exposition. Donc j'espère que c'est ce que je vais vous présenter. Et effectivement, la première partie que nous avons intégrée, c'est d'expliquer qu'est-ce que l'anatomie comparée. L'objectif de l'anatomie comparée, donc, c'est par exemple, vous avez vu, nous avons mis une petite ficelle rouge autour de l'humérus des animaux qui en avaient. Eh bien, c'est ce principe-là. Chaque animal ayant un humérus, on est obligé d'admettre qu'ils ont un ancêtre commun, puisqu'ils ont tous un humérus. Mais quand on regarde, il y a un humérus chez le sanglier qui lui sert de membre pour marcher. Il va y avoir la même chose chez le lama ou le castor, mais là, l'humérus va servir au pan pour le vol. Et si on regarde un primate, le macaque, il va lui servir à la main. D'accord? Pourtant, c'est le même os, il n'a pas la même fonction, et c'est le même caractère homologue. Et donc, c'est un peu ce caractère homologue qui va nous permettre de dire ils ont eu un ancêtre commun. Et donc, d'arriver à des arbres phylogénétiques, puisqu'on ne va pas prendre qu'un seul caractère commun, mais on va en prendre des centaines, et donc d'arriver à classer les animaux et les plantes et les bactéries en fonction de leur morphologie visuelle, mais aussi intérieure, le fait d'avoir un cœur de telle manière, le fait d'avoir des membranes, etc., des tissus de telle composition, ça va induire un classement. Et cette classification, selon que les os sont ensuite transformés ou pas, en mettant le temps, en rajoutant le temps, on crée une phylogénie. Voilà, et donc il faut se méfier, il y a plusieurs façons de classer. C'est juste il y a la classification par comparaison, on a un bras ou on ne l'a pas, et est-ce que ce bras est issu d'une première transformation, d'une autre transformation, et donc s'il y a une transformation, donc on dit un caractère ancêtre et un caractère moderne ou dérivé, issu de la transformation de l'ancêtre. Donc quand on a cette notion de transformation, on a la notion du temps qui apparaît, et on crée une phylogénie. Si on a juste une comparaison, j'ai des lunettes, vous n'avez pas de lunettes, on met 2 catégories, on fait un tri. C'est aussi une classification, mais ce n'est plus la même. On n'introduit pas la notion de temps et de phylogénie, ni de parenté. On va simplement trier. Et donc aujourd'hui, on parle vraiment, voilà, tout ça, c'est pour vous donner la vraie définition de la phylogénie, c'est l'étude des caractères en fonction du temps pour établir les liens de parenté entre les animaux et les plantes. Voilà la définition la plus... Pour en arriver là, il fallait un peu donner tous les éléments cachés. Donc imaginez un paléontologue, que ce soit M. Steyer ou tout à l'heure, le spécialiste du crocodile, la question qu'il se pose, quel crocodile j'ai? Je le mets où? Dans mon arbre. Alors pas l'arbre du vivant moderne, mais l'arbre des fossiles. Et du coup, par rapport aux animaux vivants, ce crocodile est-il l'ancêtre d'un des crocodiles modernes? Ou pas? Est-ce qu'il est déjà connu? Est-ce qu'il a déjà été trouvé en Allemagne, en Angleterre ou ailleurs? Donc toutes ces questions sont des questions d'anatomie comparée. Et donc, à travers cette exposition des espèces imaginaires, vous vous mettez soit dans la peau d'un scientifique, mais pour vous amuser, la licorne, cousin du rhinocéros, cousin du cheval, le faune, cousin de la chèvre ou cousin de l'humain. Et vous voyez, je ne donne jamais une réponse. Parce qu'effectivement, à un moment donné, la science s'arrête, et moi en tant que scientifique, je m'arrête. Mais le plaisir, l'imaginaire, la créativité nous permet d'aller où on veut ensuite. Mais le but, c'est aussi de choisir où est la frontière. Et cette exposition, elle a pour dernier élément de montrer qu'est-ce qui est scientifique et qu'est-ce qui relève de l'imaginaire. Et c'est là où est l'avertissement. Et Steyer, dans toute l'expo, il va s'arrêter toujours à cette frontière. Il veut qu'on s'amuse, il veut qu'on découvre sa discipline, mais il ne franchira pas le pas, il vous le donne. À vous de le faire ou non. À vous de rester dans l'aspect science, ou à vous de partir, une fois que vous avez vu la science, d'aller dans la créativité, la mythologie, l'imaginaire.
Donc, tous les étiquettes, tous les cartels, en dehors de ceux qui sont scientifiquement purs, ceux qu'on a écrits, vont s'arrêter à où je classe cet animal, à côté de qui. Et ce sera aux visiteurs, lambda, aux curieux, d'intégrer la peau d'une personne, d'un paléontologue ou d'Homère, par exemple, qui a créé des mythes, hein, ou de grands artistes qui ont fait des livres. Voilà, si on prend, j'ai oublié celui qui a écrit Seigneur des Anneaux, hein, j'ai oublié son nom, merci. Voilà, j'ai un blanc, pardon, qui a donc créé des êtres imaginaires comme les hobbits, des elfes, enfin, qui les a utilisés, pris dans les autres mythologies. Et vous voyez à quel moment on peut s'amuser avec ces êtres et comment on leur donne une vie, comment on les compare à l'humain, etc. Voilà. Donc si on devait replacer l'homme dans son... Il y serait, vous voyez, on l'a mis, il serait à côté du macaque. On pourrait imaginer une bulle où il y a d'abord l'humain, son plus proche voisin dans cet arbre serait le macaque, et après, eh bien, malgré les apparences, c'est le castor qui va être notre cousin le plus proche. Tout ça, grâce à l'anatomie comparée qui va nous dire c'est le castor et pas le lama ou pas la baleine. Voilà. Donc voici comment... alors j'ai oublié quand même un élément important, tous ces squelettes que vous voyez là sont prêtés par l'Université de Montpellier. Donc c'est un dépôt. Et donc c'est un partenariat. Alors c'est vrai que c'est écrit déjà dans le document que vous avez, mais c'est important de le relever. L'université donc nous prête une vingtaine de squelettes de ces laboratoires, voilà, pour donc la durée d'exposition. Et donc vous avez là-bas un lion, vous avez un chien, vous avez un cheval, un dauphin, un os de baleine et un crâne d'éléphant d'Asie. Et si on le regarde, on s'aperçoit qu'il a été retrouvé en Grèce et certains crânes. Et cet endroit qui sera expliqué lors d'une conférence par Rodolphe Tavius, qui pourrait faire penser à un œil central, on pense que historiquement, c'est ce genre de crâne d'éléphants qui ont inspiré le mythe du cyclope, ou qui ont, en tout cas, ont donné matière à son existence. Donc vous voyez, entre fossiles, souvent on a le dragon, vous verrez, le dragon, en fait, on a trouvé des crânes d'os dans des cavernes, et certains scientifiques, au XVIIIe siècle, ont dit c'est un crâne de dragon. Les paléontologues d'aujourd'hui ont dit en fait c'était un crâne d'ours des cavernes. Mais on voit que les fossiles ont servi à illustrer, à donner matière à certaines légendes, à certains mythes. Jusqu'à ce que l'anatomie comparée arrive, avec Buffon, Cuvier, tous ces paléontologues français et anglais, qui vont donc, et Darwin, qui vont remettre des bases sur l'anatomie scientifique et donc éliminer les espèces imaginaires. Et souvent, les os fossilisés qui ont servi à illustrer la paléontologie, les animaux imaginaires, sont des animaux morts en même temps que les mammouths et les rhinocéros laineux. Car ces fossiles-là sont très facilement en surface, bien conservés, et donc ont pu très bien être découverts au moment de la préhistoire, à l'Antiquité et même aujourd'hui. Voilà. C'est rarement, comme on le croit, des os de dinosaures qui sont à l'origine d'un mythe ou à l'illustration d'un mythe. C'est plutôt des mammifères. Et on les a posés, voilà, ils sont sur leur socle de présentation et de stockage. Voilà. Et donc, vous voyez, il y a des systèmes d'accrochage, de maintien, mais il y a aussi, des fois, on conserve les ligaments. Les ligaments sèchent et permettent de donner une structure de consolidation de l'animal. C'est fait. Non, alors là, il faudrait y aller les voir de près, mais vous verrez, on voit ce ligament qui s'effiloche, mais qui est, une fois séché, est quelque chose de très solide et qui donc permet de garder la posture naturelle du squelette. Voilà. Mais ça se voit que de près. Alors là, il n'y a pas de reste de ligament, mais c'est le cas pour le sanglier, pour le macaque, je peux vous assurer. Voilà. Ça, c'est des méthodes de préparation des taxidermistes ou d'anatomie comparée. Nous avons mis un alligator prêté par l'université en comparaison au squelette fossile, et nous allons y revenir. Hein. Et ce que je voudrais profiter, c'est de vous montrer donc cet alligator.
Et ce crocodile fossile, qui est pour son nom de famille un Téléosauridé, c'est pour ça que vous ne l'avez pas beaucoup vu dans la presse, hein, c'est un nom assez complexe. Du coup, on dit crocodile marin, c'est toléré par les scientifiques. Voilà. Il appartient à des familles au nom encore plus compliqué. Et si vous regardez donc l'arbre phylogénétique, il a bien un ancêtre commun avec l'alligator qui est exposé ici, mais en aucun cas il appartient à la lignée qui donnerait naissance à l'alligator. Donc ce n'est pas parce qu'il est vieux et mort il y a 180 millions d'années qu'il est l'ancêtre des animaux modernes. Et c'est en ça que la phylogénie ce n'est pas une généalogie, et l'ancien n'est pas le père de l'enfant en fait. Ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des caractères communs tout le long de l'histoire, tout au cours du temps, pour dire oui, c'est une espèce qui appartient à la lignée des alligators. Et là, ce n'est même pas du tout le cas. Cette famille va entièrement disparaître pendant le Jurassique. Voilà. Il n'y aura plus de crocodiles marins à ce moment-là. Voilà. D'autres vont apparaître, mais du 180 millions d'années. Méfiez-vous des apparences morphologiques. Des vertèbres. Parce qu'il n'y a pas de lien direct. Oui, c'est comme si raison, vous connaissez les dauphins, les cétacés, donc les mammifères qui sont retournés vers la mer. Ils ont des allures qu'on a tous. Il existe un reptile marin qu'on appelle l'ichthyosaure. Ah, il n'est pas sur le dessin, pardon. Il a une allure de dauphin, mais c'est un reptile. On le verra au deuxième étage. Il nage donc comme des poissons. Et il marche à la manière des reptiles. Tandis que le dauphin, lui, il nage comme les mammifères. Mais de l'extérieur, si on ne rentre pas dans l'anatomie de ces animaux, on voit les deux mêmes. Ils ont la même forme de dents, ils ont le même rostre, ils ont des yeux qui se rapprochent, et après ils ont un mode de vie différent, mais ils mangent aussi des poissons tous les deux. Donc il y a une convergence évolutive. Et c'est ça que nous explique cette anatomie comparée. Ils ont des apparences visibles, mais ils n'ont pas des origines communes. Donc voilà, l'évolution n'est pas qu'une ligne droite d'un seul ancêtre pour tous, etc. Donc voici ce que met en évidence ce panneau. Et donc vous comprenez, on est encore dans le vrai, et petit à petit on bascule pour l'expo dans le faux, puisque nous avons un serpent. En tout cas, c'est un vrai moulage à partir d'un vrai serpent. Voilà. Et si vous regardez, si lui c'est un vrai, tous les animaux sont vrais, et puis là, à partir de ces animaux réels, le mythe de la méduse est probablement né. Et donc on est en train de basculer, quitter la science vers l'imaginaire. Et la licorne en est vraiment un exemple typique. Elle a vraiment une apparence de cheval, et le problème c'est sa corne. Est-ce que c'est une dent d'espadon? Est-ce que c'est vraiment une corne? D'où vient la légende de la licorne? Puisque déjà, les os qui ont des fois, les éléments qui ont servi à l'existence de la licorne sont des fois une dent et non pas une corne. Voilà. Ici, donc, c'est un faux. Dent de narval, veuillez bien corriger. Donc, on voit bien que du coup, c'est pas réaliste. On parle de cornes. Et on a utilisé dans le passé une dent de narval pour illustrer le mythe. Donc vous voyez à quel moment la science, si elle n'est pas précise, si on ne fait pas d'anatomie, on va créer des êtres pour notre plaisir, mais on a quitté le domaine de la science. Et toute l'expo, elle a ce but. Et donc là, maintenant que vous avez avancé, dès qu'on aura quitté le crocodile, on va partir totalement dans l'imaginaire. Et M. Steyer vous propose un petit clin d'œil sur les premiers arbres de la classification où les espèces imaginaires sont classées d'après les principes du XVIIIe siècle. Il crée donc des grandes familles et au bout des branches, il rajoute les êtres imaginaires. Ça, soyons précis. C'est nickel. Donc, vous voyez, on a réussi, grâce à la conservation du squelette, à replacer le petit ruban rouge. Preuve, s'il en est aussi, de l'anatomie comparée, du caractère commun aux autres animaux présentés. Donc, ce squelette a été trouvé
dans les environs de l'Odève. Il a 180 millions d'années. Il n'a pas encore été étudié avec précision par le spécialiste. Donc, il est présenté et visible au musée d'Odève que jusqu'à la fin de cette exposition, jusqu'au 15 mars. Le 16 mars, le public ne pourra plus le voir. Il sera mis en caisse et il partira dans le laboratoire de Jérémy Martin à Lyon. Donc c'est maintenant ou jamais qu'il faut le voir. Une fois que l'étude sera terminée, et nous allons laisser les délais nécessaires à Jérémy Martin, donc c'est peut-être 1 an ou plus, à ce moment-là, il reviendra à l'Odève et on réfléchira à une présentation dans les collections permanentes. Voilà. Mais donc, en tout cas, n'hésitez pas à prévenir vos lecteurs. S'ils veulent le voir, c'est maintenant jusqu'au 15 mars. Après, c'est fini. Voilà, pour un certain temps. La roche qui l'entoure nous a permis de connaître l'environnement dans lequel il vivait. Il a vécu dans une mer qui est donc représentée là sur le panneau, une mer très riche, mais cette mer, son fond est en manque d'oxygène. On dit une mer anoxique. Et c'est ce qui explique sa préservation extraordinaire, c'est que comme il est tombé dans cette zone sans oxygène, il n'a pas été mangé, décomposé par l'oxygène qui fait une réaction chimique sur les eaux, ou il n'a pas été mangé par voilà, les micro-organismes qui mangent la matière organique des animaux morts. Résultat, il a échappé à la décomposition et il a pu être fossilisé. Mais comment cette mer est-elle devenue sans oxygène? Comment ce fond océanique s'est-il créé sans oxygène? Il est lié à un réchauffement climatique. En fait, il y a eu un réchauffement climatique il y a environ 183 millions d'années. Il y a eu un pic de chaleur qui a entraîné une augmentation des matières carbonées dans les océans et une diminution de l'oxygène. Donc l'océan, à ce moment-là, s'est retrouvé avec une partie en oxygène à la surface et le fond, lui, a perdu l'oxygène. Puis, le réchauffement s'est terminé, mais en fait, ce qu'ont constaté les géologues et sédimentologues, c'est que cette anoxie, cette absence d'oxygène, a encore duré à peu près des centaines de milliers d'années. Donc voilà ce que ça nous dit aussi. Et c'est dans ces centaines de milliers d'années qu'est mort ce crocodile et qu'il a donc continué à être conservé dans des conditions idéales pour les paléontologues. Voilà. Et ça, c'est typique de l'Europe, puisque des bassins comme ce type, il y en a en Allemagne, il y en a en Angleterre. On peut retrouver des fossiles de cette qualité dans ces pays. Il se trouve qu'en France, il y a d'autres petits endroits dispersés, mais pour l'instant, jusqu'aux prochaines découvertes, l'Odève a le premier crocodile de cette période géologique qu'on appelle le Jurassique ou Toarcien, pour être précis. Donc, dans ce Toarcien, on a ce crocodile et donc c'est pour l'instant le premier conservé. Dans d'autres musées, vous verrez des ichthyosaures ou des plésiosaures qui sont de la même époque, qui ont été retrouvés dans des conditions de conservation similaires, mais pas un crocodile. Donc pour l'instant, l'Odève présente le premier crocodile marin du Jurassique, le mieux conservé, jusqu'au prochain fossile. Voilà. Alors en Allemagne, il y en a des crocodiles. Et justement, Jérémy Martin va certainement aller dans les musées allemands, étudier tous les squelettes de crocodiles de cet âge, ou il l'a déjà fait peut-être même. Bon, je peux vous le dire, il l'a fait cet été, il est déjà parti en Allemagne. Et il a donc certainement déjà étudié les critères des crocodiles marins qui sont dans les réserves des musées allemands. Et aujourd'hui, quand il aura le fossile, il va pouvoir le comparer et il va utiliser un accélérateur de particules pour pouvoir analyser l'intérieur du crâne. Donc il va aller à Lyon. Donc c'est pas fini l'étude. Et puis nous, ce site, on a donc trouvé ce crocodile de qualité extraordinaire. On a prévu de continuer à le fouiller avec les chercheurs, avec la collectivité, avec l'association de groupe archéologique Lodévois qui nous a aidés. Voilà. Donc il y a d'autres fossiles qui ont été... Alors, il y en a d'autres qui ont déjà été trouvés, qui sont présentés depuis 2018 au 2e étage du musée. Donc, ce sont les fameux ichthyosaures dont je parle. Voilà. Et c'est ce qu'on a raconté l'autre jour dans la presse. Les premières vertèbres d'un ichthyosaure, du coup, ont été présentées au musée lors d'une conférence.
Et ensuite, on a échangé avec ce promeneur, qui n'était pas du tout un passionné de paléontologie, mais un curieux de tout. Moi, je l'appellerais un naturaliste, si on devait lui donner une compétence. En tout cas, et il a partagé, il a dit, ben, j'ai ces vertèbres, moi j'en fais rien, mais si vous me dites qu'elles sont de bonne qualité, puisqu'effectivement, ces vertèbres, vous les verrez tout à l'heure au deuxième étage, d'ichthyosaures, elles sont très belles. On ne peut pas se tromper, c'est un os. Voilà, c'est un os, il est fossilisé, il est minéralisé, mais c'est visible, c'est vraiment un os. Comme vous auriez un os de bœuf coupé devant vous, vous voyez un os, voilà, vous voyez un os fossilisé. Il les a donnés au musée, il nous a indiqué où c'était, on a contacté le propriétaire, on a demandé l'autorisation d'aller chercher s'il y avait autre chose. Une fois qu'on a eu cette autorisation, et donc il a partagé en fait sa propriété, on est venu avec l'association et on a trouvé d'autres fossiles, dont les ichthyosaures. Ensuite, les paléontologues, on les a invités à découvrir ce qu'on avait ramassé comme ça, tout simplement posé dans l'herbe, hein, la plupart du temps. Et à ce moment-là, ils ont dit, ben, ça vaut le coup d'entamer un programme de recherche avec des fouilles sur 4 ans. Et donc là, par contre, le crocodile, il est issu d'une fouille. Hein, on en a enlevé des kilos et des kilos de roches. Hein. Il n'était pas à la surface. Voilà, faudrait... Parce qu'il y a eu quelques confusions un petit peu l'autre jour, donc voilà, j'en profite pour vous remettre la chronologie dans l'ordre. Un promeneur, l'autorisation du propriétaire, on va sur place, on invite les chercheurs, on lance les fouilles. Et ensuite, une fois que le crocodile est dans les réserves, on monte un dossier pour l'acquisition, pour qu'il devienne collection au Musée de France. Donc ce crocodile, au même titre que la Joconde, appartient à tous les citoyens de France aujourd'hui. Il est enregistré de la même manière, il est protégé de la même manière, il appartient au patrimoine des citoyens français. C'est en ça que c'est aussi un partage entre le propriétaire, l'inventeur, le chercheur et le musée. C'est pour ça que je parle de partage et de travail en cohésion entre les chercheurs, les amateurs, les promeneurs et les propriétaires de terrain et le lot des voies. Tout le monde participe à l'histoire, tout le monde partage, je sais. Nous, on le met en évidence, on va le médiatiser, on va le conserver, le chercheur va l'étudier, etc. Donc ça aussi, ça fait partie de cette histoire de ce crocodile. Une fois qu'on a eu obtenu le droit de l'acquérir au nom des collections Musée de France, on a monté un dossier de subvention. Et là, j'ai noté sur le panneau tous les gens qui ont participé à la subvention. Donc dans le cadre de la restauration du FRA, le Fonds régional de restauration, il y a la région qui a participé, le département et la collectivité, le département dans le cadre du géoparc. Voilà. Mais vous avez vraiment les noms exacts et précis sur le panneau. Voilà. Et à partir de là, une fois qu'il est restauré, donc Camille, c'était Camille Auclair de la société Craniata qui l'a restauré, et ils l'ont ramené vendredi pour cette exposition. Pourquoi cette exposition? Vous l'avez compris, d'où il est vraiment représentatif de qu'est-ce que l'anatomie comparée, puisque Jérémy Martin va faire de l'anatomie comparée dessus pour le remettre dans le buisson du vivant et le comparer au squelette existant ou pas. Voilà. Est-ce un nouveau crocodile marin? Est-ce déjà un crocodile connu qui a déjà été retrouvé en Allemagne et en Angleterre? Et donc ça nous permet de savoir qu'il s'est propagé, qu'il a colonisé l'Europe entière, ou est-ce qu'il vivait vraiment que dans cette partie Allemagne-Angleterre, ou est-ce qu'il est vraiment venu, ou est-ce que c'en est un autre? Voilà. Toutes ces questions sont en attente, voilà, pour ce crocodile. C'est un mâle ou une femelle? On ne pourra pas savoir, je pense. Souvent, en fait, c'est d'ailleurs, on lit de plus en plus maintenant, on dit Lucie, est-ce que c'est un homme ou une femme? Donc on ne va pas lui enlever le titre de femme, hein, pour une fois que les femmes sont à l'honneur. Mais en fait, on s'est rendu compte que l'histoire du bassin qui s'écarte, etc., c'était pas très valable, c'est pas fiable en fait. Même pour les humains, on détermine homme ou femme, mais il faut d'autres critères, non plus juste le bassin. Voilà. Mais j'en sais pas plus, mais je sais qu'il faut se méfier maintenant. Oh, mâle ou femelle, ou homme et femme, soyons prudents. Comment? Il a été fouillé en 2017, découvert lors des fouilles de 2017. Et il a été fouillé sur 2 années. La première partie, les premiers éléments qui sont sortis, c'est ici, c'est cette arrière-partie, c'est ces 3 blocs-là, qui sont sortis lors de la fouille. Donc, on cherchait le squelette d'ichthyosaure avec ses vertèbres, hein, les 11 vertèbres qu'on nous amène, on cherche le crâne. On fouille, on fouille, on fouille, pas de crâne.
Mais on a le squelette complet, sauf le crâne. Donc soit l'érosion l'a déjà emporté, soit il est encore plus profond dans la zone de fouille, et peut-être qu'on le retrouvera dans quelques années. Et à force de fouiller, on a trouvé un autre crocodile qui est tout plus petit, plus modeste, qui est encore dans nos réserves et qui attend d'être restauré. Et ce crocodile, à force de descendre et d'arriver sur des niveaux géologiques, il était en place, tel que vous le voyez, mais sauf qu'il était visible que comme ça. Et il y avait un petit peu de relief au-dessus de l'os qui a permis aux paléontologues de savoir qu'en dessous de la gangue, en dessous de la roche, il y avait le squelette. Donc on n'est pas descendu plus bas, on a décollé les plaques, puisque vous voyez, on a utilisé les fractures naturelles liées à la roche, qui n'est pas d'un seul bloc, pour pouvoir l'extraire. Voilà. Donc il y avait une vingtaine de blocs, et le crâne en lui-même, on le savait qu'il était là à cause des vertèbres, mais on n'avait pas vu le crâne. Il est dans un truc massif comme ça. Et le rostre, voilà. Le rostre, par contre, lui, il est apparu au moment de l'arrachement de la plaque. On a vu le rostre apparaître. C'est pour ça qu'on parle de conservation exceptionnelle. Si vous voyez, je ne dis pas c'est le plus vieux, le plus beau fossile. Ce qui est vraiment exceptionnel dans ce fossile, c'est la qualité de sa conservation. C'est ça qui... Vous voyez, faites bien dans l'article, il n'y a pas un crocodile exceptionnel, non. Un crocodile dont la conservation est exceptionnelle. Parce qu'effectivement, peut-être qu'il y en a déjà un en Allemagne ou en Angleterre. En soi. Et c'est ça qui fait que ce site, il est très important pour le patrimoine et l'histoire géologique du Géoparc et du Lot des Voies, c'est qu'on a des sites comme ça de conservation exceptionnelle. C'est en ça, il est là la magie en fait, ou le trésor, la richesse, enfin tout ce que vous voulez, la partie qui brille, c'est la qualité exceptionnelle du fossile qui fait que c'est remarquable. Et en plus, il est entier, donc on dit qu'il est en quasi-connexion. Vous voyez, bon, il y a un bout de jambe qui se promène à la fin de la queue, mais on ne va pas lui reprocher. Hein. Voilà. Et vous voyez, quand on regarde, ici, vous avez la patte, voilà, et donc on voit qu'il a vraiment les doigts, donc il n'est pas palmé complètement. Donc c'est pour ça qu'on sait qu'il est terrestre aussi. Donc il va vivre dans la mer, mais comme on fait de l'anatomie comparée, les animaux qui marchent sur Terre n'ont pas des nageoires. Voilà, bon, des animaux peuvent venir ramper au bord de mer, hein, on le voit dans d'autres animaux, des cétacés, etc., qui peuvent le faire, mais ce n'est pas leur mode de vie. Tandis qu'il faut effectivement, si on vit vraiment en bord de mer, sur des plages, hein, si on vient pondre ou se reposer, il faut arriver à marcher et se déplacer pour ne pas être soi-même une proie. Donc c'est vraiment un crocodile terrestre qui vit en milieu marin. Voilà. Donc pour ça qu'on dit crocodile marin, mais il serait semi ou amphibie, on pourrait dire, hein, vous voyez, cette transition. Voilà. Cette exposition, on a vu la science, on a compris qu'il y avait l'imaginaire, place à l'émotion, place à vos souvenirs d'enfance éventuels. Si vous êtes parents, grands-parents, quand votre enfant il vient vous parler du marsupilami ou de son héros préféré, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il va falloir partager ce plaisir avec lui. Si vous venez dans l'exposition, si vous avez été fan de Star Trek, c'est maintenant qu'il va falloir, parce que ça passe pas en ce moment à la télé, si vous avez été fan des premiers comics à la première heure, Wolverine, et si vous êtes médusé ou impressionné par le loup-garou, l'expo est réussie. Nous avons transmis. Vous avez, voilà, c'est ça qui est aussi un des plaisirs de cette exposition. Être impressionné par le loup-garou. Et vous voyez, on lui a pas... Je remercie le sculpteur Johnson qui lui a pas donné un côté féroce et violent, genre prédateur méchant. Parce que le monde animalier, le monde végétal n'est pas que rempli de prédateurs qui veulent tuer les animaux. Ils sont paisibles et ils ne font que manger à une certaine heure. Et après, ils sont cool. Ça, c'est la nature. Si vous regardez comment nous, on reconstitue au deuxième étage tous les paysages, on n'est pas là pour vous montrer des dinosaures qui se battent contre des dinosaures. Les dinosaures, ils essayaient de se manger à une heure précise et puis c'était fini après. Ils allaient boire côte à côte, on le voit dans les reportages animaliers. Le crocodile, l'hippopotame, l'éléphant, tout le monde est en train de boire dans la même mare. C'est pas l'heure de manger, c'est l'heure de boire. Et tout le monde se côtoie, oiseaux, prédateurs. Et ça, c'est important aussi dans l'éducation de nos enfants. Le monde animalier n'est pas qu'une prédation.
Tout le monde vit ensemble. Évidemment, il y en a qui mangent de l'herbe. La salade pourrait nous regarder en disant « Oh, je suis un être vivant, vous allez me manger. » On ne se pose pas de questions, pourtant c'est un être vivant. Ben, quand on voit un chat qui mange un oiseau, on dit « Oh là là », pour certains c'est un scandale. Pour d'autres, c'est la nature. Voyez, donc j'espère que vous voyez ce message de naturaliste. On n'est pas là pour condamner un prédateur de manger, mais il n'est pas en permanence en train de vivre des guerres et de vouloir nous manger. Est-ce que vous avez des questions précises sur ces... Vous voyez, donc maintenant, si vous êtes là, la question c'est, ben voilà, ok, je trouve un crâne de loup-garou, voilà, parce que fossilisé ou pas, hein, selon, ou vivant ou pas. Si vous tombez nez à nez avec un loup-garou, dans quelle catégorie je le classe? Je suis un cryptologue, ou je suis dans un monde qui n'existe pas mais que j'ai envie de croire. Je suis romancier, je veux faire un roman à la fois science, à la fois fiction. J'en fais quoi? Et là, donc, c'est ce que vous propose ensuite Jean-Sébastien Steyer. Il va compter les doigts de pied, il va compter les doigts des mains. Donc, il va dire, il est tel catégorie. On voit qu'il a des mamelles. Donc, on ne peut pas nier qu'il est dans les mammifères. Mais s'il est dans les mammifères, si on regarde le crâne, c'est pas tout à fait un crâne de loup complet. Il y a autre chose. La réponse est dans le cartel. Hein. Vous voyez, je fais comme lui, je vous donne des bribes. C'est à vous d'aller découvrir ce qu'est la science et où est l'imaginaire à quel moment. Et c'est ça que le visiteur devra faire pour apprécier cette visite. C'est pas juste j'aime ou j'aime pas, non, mais de jouer le jeu. Jouer le jeu du découvreur, du naturaliste, du curieux. Et je pense que les enfants vont être les vecteurs les plus importants de cette exposition. Voilà. Le loup-garou est un être imaginaire qui est le moins plausible. Parce que la transformation n'existe pas dans la nature, la transformation aller-retour. Les insectes se transforment, passent d'un état larvaire à un état, le papillon. Mais le papillon, le lendemain, il ne redevient pas une larve. Ah oui, c'est Vous vrai. voyez, donc le loup-garou, dans son scénario imaginaire, il n'est pas des plus crédibles. Soit il est loup-garou à vie, ok. Voilà. Soit il est humain, mais il ne peut pas être les deux en permanence, dans une vie. Soit c'est... Voilà. Et du coup, est-ce que c'est un loup, un chien-loup qui a évolué à proximité des hommes? Est-ce que c'est un loup, un humain qui serait à nouveau réévolué à la manière des loups? Sachant qu'il se transforme, on voit que voilà. La sirène. Donc c'est une sirène en décomposition. C'est une sirène échouée. C'est pour ça qu'elle n'est pas présentée sur ses plus beaux atours. Elle n'est pas présentée dans ces images de la femme fatale, etc. Toujours pareil, on a voulu respecter une notion de naturaliste, donc dans l'artiste. Et si vous regardez bien, elle n'a pas des écailles de poisson. Et moi, ça me convient en tant que biologiste. Si un jour, un être humain devait redevenir, se mettre comme le crocodile de la terre à la mer, comme les cétacés de la terre à la mer, si les humains se mettaient à vivre dans la mer, on voit bien que les animaux les plus proches, donc les ancêtres des baleines, qui étaient des mammifères comme nous, sont retournés et ils ont des peaux de ce type. Voilà, des peaux un peu de phoque, pas de phoque justement, de dauphin ou de baleine, de cétacés. Voilà, les autres animaux, les phoques, sont d'ailleurs des carnivores qui retournent à la mer. Donc le nombre d'animaux, de mammifères qui sont revenus vers la mer et qui ne sont pas de la même lignée, il en existe déjà beaucoup d'exemples. Donc ce n'est pas impossible qu'un jour, si on avait des problèmes de nourriture sur Terre, que des humains, à force de ne manger que ce qui est marin, évoluent génétiquement vers une forme semi-marine, semi-continentale, ou qui n'est pas atteint complètement la transformation marine. Puisque là, le buste reste encore humanoïde, tandis que le bas est déjà devenu, pas poisson justement, mais enfin, cétacé. Voilà. Pour parler de la sirène, je trouve. Donc là, il y a un choix qui est fait par le paléontologue et le sculpteur de rester dans le monde naturaliste et le plausible. Voilà.
comme la licorne, en fait. La licorne, dans la réalité, les chevaux et les rhinocéros ont vraiment un ancêtre commun. Du coup, la licorne, est-ce un rhinocéros cheval ou est-ce un cheval rhinocéros? Voilà. Qui a gardé le critère de la corne? Est-ce l'ancêtre qu'il avait déjà? Est-ce qu'il est apparu 2 fois? Et voilà. Ça, c'est des vraies questions de paléontologue. Pas à me répéter, mais vous l'avez compris. Le yéti, vous le mettez où? La huîvre, vous la mettez où? Plutôt une chauve-souris, plutôt un reptile. Les deux, à quel moment elle devient reptile, à quel moment elle devient chauve-souris. Vous voyez, elle aussi, elle a un numérus. On pourrait lui mettre un petit fil rouge et montrer qu'elle a un ancêtre commun avec tous les autres squelettes. De la même manière, on peut le mettre sur le bras du yéti. L'anatomie comparée, d'accord, et le critère commun. Ouais. Pour autant, Alors, parce qu'il y a il est temps de se faire plaisir. le tourisme, on a fait notre point avant. Et d'imaginer, si oui ou non vous êtes impressionné, comment elle vivait. C'est de Elle a des ailes, mais on l'a dit cavernicole. Son œil, ça serait... qui est une curiosité, est-ce un diamant, est-ce une pierre, est-ce elle qui l'a fabriqué, est-ce qu'elle... D'où il vient, comment il a été... Hein? Ah ouais. Est-ce un organisme biologique qui transforme en minéral? C'est-à-dire que si on veut rajouter quelque Voilà. chose, Qu'est-ce qu'elle voit à travers? il y a quand même... Ah non, Exactement. mais nous, il y a des... Alors, pendant les Est-ce qu'il vacances, sert vraiment à la vue ou est-ce qu'elle utilise des sens il y a des sensoriels différents, comme la chauve-souris du coup? Celle-là, Donc là, le sculpteur et le paléontologue se sont associés pour vous donner un crâne réaliste. Il est parti sur une base d'un dinosaure qui est le spinosaure. Si je ne me trompe pas, si je fais attention maintenant. pas qu'en incluant le rang des... Il y a un homme au chapeau très pointilleux. Non, non, mais c'est ça. Alors c'est chez nous, donc c'est ce qu'on appelle une exposition itinérante. Et donc le faune. Steyer a rencontré l'équipe de Montbéliard, ils ont conçu l'expo et ils ont invité donc Johnson à faire les sculptures pour cette exposition. Et donc les œuvres tournent en permanence. Voilà. Et ben, vous voyez, ils ont fait ce jeu qu'on fait depuis tout à l'heure, entre artistes, entre scientifiques. Qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on met pas? Et ils ont énormément échangé. Voilà. Et ça aboutit à un résultat qui est un consensus de science et de plaisir. À la pièce suivante, je vous laisse découvrir avec émotion ce qui s'y cache. C'est sûr. Hein. Ah oui. Vous savez que le marsupilami est aussi un personnage qui lutte contre la déforestation, l'écologie. Il y a aussi des messages, en fait, à travers tous ces personnages qui peuvent être évoqués. Et donc, s'il y en a bien un qui a une volonté de sauver la planète, c'est tout l'univers autour du marsupilami, des dessins animés qui ont été faits, par exemple. Et le marsupilami, il va être très difficile à classer. Je peux vous dire que là, si vous cherchez, il est dans un œuf, il a une queue très allongée, donc il lui faut des vertèbres, mais ça ne suffit pas pour le mettre chez les primates, surtout avec l'œuf. Et alors du coup, on appelle ça aussi des espèces mosaïques d'anatomie, en fait, une mosaïque de caractère. Et vous en avez plusieurs, comme le dragon aussi, qui sont, on parle de mosaïque dans la réalité, comme l'ornithorynque par exemple, dont on... Voilà. Alors ça, c'est le mot très compliqué, oui. Voilà. On ne le dit même pas, on le dit. Voilà. Donc les mosaïques de caractère, ça existe dans la nature. Hein. Vous voyez, comme l'ornithorynque, justement, pourquoi il a des caractères de castor, pourquoi il a des caractères de... etc. etc. Eh bien, ça existe dans la nature, voilà. Donc, on peut estimer que les chimères, malgré qu'elles soient issues d'imaginaire, elles aient, comme ça, des multiples caractères. Donc notre imaginaire a le droit, puisque dans la nature, finalement, il y a des équivalents. Sauf que là, les paléontologues, ils ont réussi, et les généticiens surtout, à retracer la phylogénie, tandis que là, on ne pourra pas, voilà, puisqu'il n'y a pas d'ADN. Et donc, il suggère comment, si vous avez vu le manga, le dessin animé, il vole. C'est quand même il est imposant, hein, on le voit, il est grand, il est gigantesque, donc comment il arrive à s'envoler? On ne va pas imaginer des réacteurs et des trucs compliqués, donc il va falloir chercher dans l'anatomie qu'est-ce qui permet d'alléger son squelette,
Alors effectivement, le fait d'avoir des gros poumons, et il y a les sacs aériens, donc, qui sont des sacs qui vont même jusque dans les os, s'incruster dans la structure osseuse pour les rendre plus légers, en plus d'être très vides et seulement résistants, comme des tubes en aluminium. Il va y avoir des sacs aériens qui vont aider à respirer dans le vol pour les oiseaux, mais qui va aussi alléger le corps. Voilà. Et moi, donc, j'en ai fini pour l'expo. Et donc, je cède la parole à Aude, qui va pouvoir vous présenter, à partir de tous ces liens, toute cette créativité, toute cette richesse, comment l'équipe du musée a mis en avant l'exposition auprès du public. On a eu la chance avec cette exposition de pouvoir avoir de l'espace de création dans les salles du musée en quantité d'exposition. Et là, le labo de l'étrange, comme son nom l'indique, on peut y créer sa chimère, sa créature imaginaire à l'aide de parties déjà là, de cornes, d'ailes, de têtes, de queues, de nageoires. Vous pouvez vous laisser aller à créer votre chimère. Un exemple est derrière vous et ça sera au fur et à mesure affiché. Donc on est vraiment là dans la participation du public où du coup voilà, les créatures seront affichées et puis bien sûr au fur et à mesure on laissera la place pour les nouvelles. Je tiens à dire que tous les espaces que vous allez traverser, c'est vraiment un travail collectif de création entre Arnaud Raphaëlian qui nous a autorisé à utiliser ses dessins, entre les tigres gauchers, donc des illustrateurs dont on va découvrir le travail un peu plus loin, et Sophia Lindsay Burns et Emily Kanak qui ont créé voilà, ce concept de décor. Et également, bien sûr, l'équipe de médiation et l'équipe technique qui ont fourni un énorme travail. Donc voilà, on a envie, comme le disait Stéphane, qu'il y ait du plaisir, de la vie, que l'imaginaire soit stimulé. Donc on voulait aller jusqu'au bout, après s'être plongé dans tous ces univers, avoir rencontré toutes ces bestioles, si j'ose dire, et puis on puisse se laisser aller à sa création. Donc ça sera un espace ouvert en continu. En même temps que l'exposition, on s'imagine bien que ça vivra plus au moment des vacances et les week-ends, quand les familles, les ados, et je parie que les adultes se prêteront au jeu aussi également. Voilà. Donc je vous propose de me suivre dans l'autre salle. On va être amené à créer sa chimère cette fois-ci à l'aide de pièces dans lesquelles on pourra créer en 3D dans ce monde des chimères dans lequel on est immergé, où on est pris au milieu de ces plantes, de ces papillons géants. Donc c'est vraiment l'idée, toujours de créer. Mais là, pour aller vers la démarche scientifique, comme le propose, ce que disait très bien Stéphane, on fait le pas ou pas d'aller dans l'imaginaire ou d'aller jusque dans le raisonnement scientifique. Cette chimère, si on s'amusait à la nommer, comment on s'y prendrait ? Si on s'amusait à créer une nouvelle espèce, comment on s'y prendrait? Et du coup, il y a tout un tas de questions pour amener, au-delà du plaisir de créer une bête, et de s'interroger sur comment elle vit, comment elle mange, où elle vit, et du coup, est-ce que les caractéristiques physiques que je lui ai données sont bien en adéquation avec, est-ce que je me suis interrogée, c'est ce que disait tout à l'heure un peu Stéphane en parlant du crocodile, entre pattes et nageoires, ou quand on a parlé de la sirène et de sa peau, mais finalement toutes ces caractéristiques que je crée, qu'est-ce qu'elles peuvent me raconter sur le mode de vie, l'environnement de cette espèce que je viens de créer. Donc là, on part de l'imaginaire pour petit à petit arriver dans les sciences. J'en profite du coup pour vous dire qu'au-delà de ces espaces de médiation, on passera par le coin lecture tout à l'heure et par l'espace pédagogique pour les scolaires. Il y a effectivement toute une programmation, je vous donnerai le programme ensuite, qui fait toujours cet aller-retour entre imaginaire et science. Notamment, là aussi Stéphane l'a évoqué dans la première salle et la seconde, on a eu à cœur de proposer des rendez-vous scientifiques assez pointus qu'on a appelé l'œil du scientifique,
5 rendez-vous où des paléontologues vont venir justement nous parler de comment, à des moments donnés, les fossiles ont finalement alimenté les mythes et légendes, mais aussi comment les mythes et légendes ont parfois donné à interpréter les fossiles avant que toute cette méthodologie de l'anatomie comparée soit développée. Donc il y a notamment Éric Buffetot qui me donnera une conférence sur fossiles et croyances populaires. Voilà, on essaye d'amener des chercheurs pointus de Paris, de Montpellier, qui viennent jusqu'à l'ODEV pour apporter leur savoir avec l'envie de transmettre. C'est ça aussi les musées, des lieux de transmission et de partage. Et donc du coup, voilà, il y aura Éric Buffetot, il y aura également Jean-Sébastien Steyer et Arnaud Raphaëlian, dont on vous parle depuis le début, qui viendront faire leur conférence dessinée. Steyer nous expliquera là aussi la logique qu'il a eue autour de cette exposition et de son approche de paléontologue, avec Arnaud Raphaëlian qui dessinera en live. Voilà, donc je vous laisserai découvrir, et bien sûr tout ça est sur notre site internet. Voilà un petit peu pour la partie scientifique. Pour la partie imaginaire, il y aura des ateliers, puisqu'on sait que voilà, on aime aussi venir au musée pendant les vacances pour pratiquer. Donc il y aura des ateliers de pratique pour créer son affiche de super-héros ou de comics ou voilà le film mythologique dont on a toujours rêvé. Voilà, donc ça sera l'occasion de créer l'affiche. Et également, on a un projet un petit peu qui va nous accompagner, qui va avoir un point d'orgue début février, qui s'appelle, qui a pour objectif de créer une fresque animée qui sera projetée sur la façade du musée début février. Donc, il y aura une série d'ateliers de dessin, d'ateliers numériques, d'ateliers de mapping, où alors un petit groupe de privilégiés, donc il faut vite s'inscrire, pourra voilà, s'initier à cette technique de l'animation projection et nous proposer un moment voilà, début février, au cœur de l'hiver, où on se retrouvera sur le parvis pour voir ces bêtes imaginaires animer la façade. Donc c'est un projet qui est du coup confié à l'artiste Sophia Lindsay Burns, donc qui nous a notamment voilà, aidé pour les décors. Bien sûr, vous retrouvez la visite guidée de l'expo, je dirais classique, avec toutes les données scientifiques. Et puis, comme vous le savez, nous avons un invité d'honneur autour de cette exposition qui est Tennessee Jones, cryptozoologue, qui proposera régulièrement pendant les vacances une visite guidée, une visite pour voilà, amener les familles à explorer avec lui cette exposition. Donc on est dans la dernière salle qui là peut sembler un peu vide, mais qui va s'animer surtout en dehors des vacances, puisque c'est l'endroit des ateliers scolaires. Donc vous avez vu les chimères, là, les pièces de puzzle qui serviront aussi de base aux élèves, donc pour créer leur espèce et à la fin effectivement s'interroger sur ces caractéristiques et essayer de les classer à la manière dont on classe les espèces, tout ce que vous a raconté Stéphane depuis le début. Donc voilà, l'idée là c'est d'aller jusqu'à expérimenter la classification, puisque n'oublions pas que nous sommes dans une exposition art et sciences, et du coup dans tout le travail d'éducation, c'est vraiment éveiller les enfants, les élèves à la question de l'esprit critique, du raisonnement scientifique, puisque à l'heure des fake news, à l'heure de l'intelligence artificielle, c'est important aussi de cultiver ce raisonnement scientifique pour pouvoir décrypter un petit peu le vrai du faux, même si le vrai peut évoluer au fur et à mesure de connaissances, des découvertes qui sont faites. Donc ça, c'est aussi important. Les sciences n'est pas une vérité immuable, puisque au fur et à mesure des découvertes, ça peut évoluer.